Bonjour à tous, vous m'entendez bien? J'ai beaucoup aimé la discussion, notamment sur les notions de données montantes et descendantes, puisque ça montre pour moi qu'on est avant tout dans un voyage. Et quand on parle d'industrie 4.0, je pense qu'on parlait de proof of concept. Il faut aussi reconnaître qu'on est là pour tester, pour valider, et qu'avant d'arriver à une solution globale, on peut avoir des tests au sein de l'usine ou même sortir de l'usine. Alors nos confrères de Siemens en ont parlé. L'industrie agroalimentaire fait face à des débats et des défis qui sont à la fois en interne dans l'usine et en externe. En externe, on parle des changements consommateurs, on parle des changements de législation. Et avec Mokhtar, on souhaitait d'ailleurs dans cette présentation non seulement vous montrer les applications concrètes dans une usine de ce que peut être l'industrie 4.0 et de ce que Tetra Pak est capable d'offrir, mais aussi sortir de l'usine. Et j'entendais les équipes précédentes parler de chaîne de valeur. Vous montrer aussi comment est-ce qu'on peut faire de l'industrie 4.0, de la digitalisation, avec le consommateur final. Donc je vais laisser Mokhtar prendre la suite. Je vous remercie. Pour pouvoir parler de digitalisation, je vais commencer par faire une photographie de l'état de l'adoption de la transformation digitale dans les entreprises. Pour cela, je vais prendre l'image du Tour cycliste de France. Donc, lors du Tour cycliste de France, on va considérer que nous avons deux grands groupes. Nous avons des gens qui font l'échappée. Et dans cette échappée, nous avons les entreprises non industrielles. Et en tête de cette échappée, nous avons bien sûr les entreprises des nouvelles technologies de la communication et de l'information. Par exemple, Google. Nous avons un deuxième groupe qui constitue le gros du peloton. Et on voit clairement que dans ce groupe, constitué par les entreprises industrielles, l'agroalimentaire est en queue de peloton. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que toutes les technologies qui permettent d'opérer la transformation digitale existent déjà. Ça va de l'Internet des objets au big data, à l'intelligence artificielle, jusqu'à la robotique. Les gens en ont déjà parlé avant. Donc oui, pour pouvoir comprendre le challenge auquel font face les entreprises de manière générale, le challenge se situe dans l'intégration de chaque brique qui va permettre d'opérer la transformation digitale. Et donc, la situation actuelle pour peu ou prou la plupart des industriels que vous êtes, vous avez des équipements sur le terrain qui sont équipés peu ou prou de capteurs qui vont permettre de contrôler et de piloter vos lignes de production. D'un autre côté, vous avez des systèmes d'entreprise que vous avez déjà peu ou prou mis en place. Un système d'entreprise de type ERP, je vais par exemple parler de SAP. C'est simple, c'est quoi? C'est l'entreprise dans un système d'information. Ça signifie quoi? Ça signifie que la fonction finance, la fonction comptabilité, la fonction gestion des stocks, la fonction ressources humaines est dans un système d'information. Et le challenge à l'heure actuelle est de faire communiquer ces deux mondes pour avoir une efficience opérationnelle. Et la brique qui permet de faire cette communication, c'est la brique Manufacturing Operation Management. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est toutes les activités qui vont permettre de transformer la matière première en produit fini. Ça part de la gestion des stocks, des inventaires, jusqu'à la production, donc la brique MES, au système de laboratoire, à l'ordonnancement, jusqu'à l'entreposage. Tout ça constitue le système d'information. Et ce qu'il faut bien, le message qui se trouve derrière cette image, c'est que le système d'information n'est pas une brique monolithique. C'est quelque chose qui est composé d'une ou de plusieurs briques en fonction de la maturité de chaque entreprise. La question que beaucoup d'entre vous se posent certainement pour les non-initiés, je suppose qu'il y a des gens qui ne connaissent pas très bien Tetra Pak dans l'entreprise. Moi, quand j'ai été approché par Tetra Pak, je suis informaticien de formation et j'ai exercé dans le monde IT. Je me suis dit, quel est le lien entre une entreprise qui fabrique du carton et mon expertise? En réalité, Tetra Pak fabrique bien sûr du carton. C'est Tetra Pak qui a inventé le carton. Tetra Pak fabrique les équipements qui permettent de conditionner le carton. Tetra Pak fabrique les process industriels et les équipements qui permettent de fabriquer le produit qui permet
qui va être mis dans les cartons. Et donc, en fait, nous sommes des experts du monde du process industriel, avant tout. Et pour pouvoir accompagner nos partenaires, nous, non seulement nous livrons les équipements qui permettent de fabriquer leurs produits, nous fournissons aussi l'intelligence qui permet de piloter la ligne, donc je parle de l'automation. Nous fournissons aussi la brique MES qui permet de communiquer avec les systèmes d'entreprise et toute une multitude d'outils qui vont permettre d'optimiser la production. L'idée essentielle est de pouvoir accompagner nos partenaires dans les challenges qui sont les suivants. La sécurité alimentaire principalement, la traçabilité, la réduction des coûts opérationnels via une multitude de technologies. Ici, je vous présente rapidement ce à quoi peut ressembler une usine laitière. Je ne vais pas aller dans le détail parce que je suppose que vous la connaissez mieux que moi. L'un des challenges auxquels fait face l'industrie agroalimentaire, c'est la sécurité alimentaire, la traçabilité et la réduction des coûts opérationnels. Tetra Pak, pour répondre à ce challenge, utilise des systèmes MES. Ces systèmes MES vont être implémentés de quelle manière? On peut supposer qu'une entreprise a déjà des systèmes existants, par exemple les systèmes qui permettent de gérer les stocks de consommables et les stocks de produits finis, un système du marché. En général, dans nos usines, nous avons aussi des systèmes homemade, fait maison, qui permettent de piloter toute une partie de l'usine. Nous allons mettre en place un système MES qui va piloter dans un premier jet toute la partie conditionnement, dans un deuxième jet toute la partie amont, et l'idée est de faire communiquer toutes les briques du système d'information pour pouvoir atteindre une efficacité opérationnelle. Comment on va atteindre l'efficacité opérationnelle? Donc nous allons, via la collecte d'informations, fournir des outils d'aide à la décision. Ça va se matérialiser par des rapports et par des dashboards. Qu'est-ce que ça apporte concrètement à l'entreprise? L'objectif concret, c'est la réduction de la consommation énergétique, eau et énergie, la réduction de notre empreinte environnementale en réduisant nos émissions de CO2 ou en réduisant nos rejets. Je pense par exemple au cas d'une usine en Chine qui a pu réduire de moitié sa consommation en eau grâce à nos solutions et qui a réduit de plus de 160 tonnes leur émission de CO2 sur l'année. Un autre levier sur lequel nous pouvons jouer pour pouvoir réduire le coût de production chez nos partenaires, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle au service de la maintenance prédictive. Comment cela peut s'opérer? L'idée consiste à identifier premièrement les équipements clés qui sont potentiellement capables de bloquer notre processus de fabrication. Là, nous avons par exemple l'exemple d'un homogénéisateur et d'une conditionneuse. Nous allons brancher une foule de capteurs sur des pièces sensibles à l'usure sur chacun de ces équipements. Les informations vont être remontées via le système d'information. Ces informations vont être mises à disposition dans le cloud via des technologies d'intelligence artificielle dont on a parlé en matinée. Ces informations vont être mises à la disposition d'une personne qui va faire des analyses et le cas échéant va déclencher l'intervention d'un technicien sur site pour anticiper une casse-machine qui pourrait bloquer la production. Donc le gain essentiel est l'augmentation du taux d'utilisation de nos équipements et donc la réduction du coût global de possession des équipements. Un autre levier sur lequel nous pouvons jouer pour pouvoir réduire les coûts de production, c'est limiter au maximum les erreurs dues au facteur humain. Et dans le cas d'espèce, nous avons utilisé la technologie RFID. De quelle manière? Un problème se pose à la fin de la production. On se rend compte qu'en fait, le produit fini ne correspond, le contenu et l'emballage ne correspondent pas. Et quand on fait une analyse plus poussée, on se rend compte que l'opérateur, lorsqu'il a chargé la bobine sur la conditionneuse, n'a pas chargé la bobine qui correspond à la recette en cours de fabrication. L'erreur étant humaine,
L'idée est de pouvoir mettre une puce RFID sur chaque bobine. Cette puce RFID contient la recette à être utilisée pour cette bobine. Cette information est communiquée au système d'information. Le système d'information récupère la recette à être exécutée sur les conditionneuses et, excusez-moi, et en comparant ces deux informations, le système va pouvoir autoriser ou pas le lancement de la production. Nous avons aussi l'augmentation du taux d'utilisation des équipements qui passe aussi par la disponibilité 24/7 de l'expertise. Nous utilisons les technologies HoloLens pour cela. Il arrive qu'il y ait des casse-machines dans les usines. Le risque zéro n'existe pas. Il arrive aussi que ces casse-machines nécessitent l'intervention d'un expert qui le plus souvent n'est pas sur site. Et l'idée est de faire intervenir un technicien sur site en charge de la maintenance qui sera supporté en temps réel par un expert qui se trouve à l'autre bout du monde. Et comment cela va s'opérer? Via la technologie HoloLens, l'expert aura en temps réel accès au visuel du technicien, l'expert pourra partager des documents techniques avec le technicien et l'expert pourra donner des recommandations et des orientations au technicien. Le principal avantage est d'avoir accès à l'expertise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un gros challenge aussi pour les industriels que vous êtes, c'est de pouvoir assurer la sécurité alimentaire. La technologie QR Code et Data Matrix va permettre d'atteindre cet objectif via des outils de traçabilité que nous proposons. Nous avons ici toujours notre usine. La petite vache représente la ferme. Donc, nous allons collecter l'information à partir du moment où les citernes vont livrer la matière première dans notre usine. Nous allons collecter l'information tout le long du process jusqu'à l'expédition des produits finis. Et on voit bien qu'à ce stade, le consommateur final n'a toujours pas accès à l'information. Et donc, l'idée est de sélectionner l'information pertinente pour le consommateur final, lui mettre à disposition sur une plateforme dans le cloud, et à partir de ce moment, échanger avec le consommateur final. Donc, le gros avantage, c'est que nous voyons que nous avons la sécurité alimentaire qui est atteinte. Nous pouvons faire un retour chirurgical en cas de nécessité parce que nous faisons une traçabilité poussée. Nous pouvons aussi interagir avec le consommateur final. Mon collègue Gilles vous en parlera plus en détail. Je voudrais terminer mes propos en abordant l'aspect de l'investissement qui constitue un frein à la prise de décision d'aller vers la digitalisation. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que comme dans le secteur automobile, le leasing permet aux utilisateurs de véhicules de payer un véhicule à l'usage, et donc ça signifie qu'il y a la disparition du frein lié à l'investissement de départ, de plus en plus d'acteurs du marché mettent en place ce genre de solutions pour les industriels. Ça signifie que l'industriel paiera simplement l'utilisation de ces technologies à l'usage. C'est quoi le gros avantage? Déjà, la disparition du capital de départ. Deuxièmement, le risque lié à l'implémentation d'un projet digital, parce qu'on n'est pas souvent sûr que le projet digital ira à sa fin. On a par exemple l'exemple de Lidl qui a dépensé 500 millions d'euros pour un projet SAP et ils ont décidé d'arrêter. Je vous passe la main. Alors, on a vu avec Mokhtar des applications concrètes dans l'usine, hein, des applications concrètes qui permettent d'améliorer la sécurité, qui permettent d'améliorer la traçabilité, de réduire les coûts opérationnels. Quand il s'agit de parler de traçabilité, ce qui est intéressant, et on l'a vu avec le dernier exemple, avec les QR codes, la data matrix, et Xavier Texier parlait de sérialisation, la question c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire sortir l'industrie 4.0, l'étendre sur la chaîne de valeur pour parler aux retailers, aux distributeurs et pour parler aux consommateurs. Et Mokhtar, tu parlais notamment des notions de retrait, de problèmes de qualité. Quand il s'agit de devoir retirer un emballage sur lequel on a identifié un problème, au lieu de devoir retirer un lot avec 500 000 emballages, aujourd'hui, grâce au marquage, on peut retirer finalement qu'une seule palette qui sera identifiée chez le distributeur X.
La question, c'est aussi sur le consommateur final. Et via le marquage, en rendant finalement l'emballage connecté, on est capable d'engager le consommateur. On est capable de l'engager et c'est ce qui rend l'emballage intelligent. Donc là, vous voyez les 3 étapes. L'emballage, à l'origine, c'est ce qui protège le produit. On a rendu l'emballage actif en lui faisant dire des choses. Et demain, c'est l'emballage intelligent, l'emballage qui va parler de lui-même, qui permet de se connecter, qui permet d'interagir et qui permet de personnaliser aussi l'expérience. Alors, on l'a vu, via notamment via le marquage du produit jusqu'au consommateur, on est capable de tracer, on est capable de donner une identité digitale unique au produit, et qui va permettre de parler au consommateur. Comment on parle au consommateur ? Nous, on voit 3 possibilités. La première, c'est sous l'angle promotionnel. Donc, quand je discute avec vos collègues des ventes et du marketing, il y a un enjeu aujourd'hui qui est non seulement de trouver des consommateurs, mais de les fidéliser. Et la promotion est un élément clé de la stratégie commerciale, et donc ça dépasse le cadre de l'usine, puisque aujourd'hui c'est de se dire comment on va continuer à produire. La promotion reste et restera un élément clé de demain. Ensuite, on a les notions liées à l'information produit. C'est la traçabilité, et c'est comment sortir la traçabilité de l'usine et le rendre tangible, intéressant pour le consommateur final. Et dans le contexte où aujourd'hui on a un consommateur qui s'intéresse à la qualité du produit, qui cherche du bio, qui cherche du local, rassurez là-dessus, c'est clé. Si demain vous n'êtes pas capable de prouver que votre lait est bien un lait breton, vous pouvez être mis en dehors du marché. Et finalement, le dernier point, c'est l'engagement consommateur d'un point de vue ludique, faire partager de l'information pour, encore une fois, lui permettre de créer de l'engagement. Alors, on va voir plusieurs exemples. Je vais commencer par la promotion et comment ça se passe. Donc, Mokhtar le disait, on est capable aujourd'hui, Tetrapak, d'apposer des codes uniques ou standards, à la fois QR ou Data Matrix, ou même des codes qu'on peut faire avec des partenaires comme Shazam ou Apple, par exemple. Et puis, votre consommateur, il va le scanner. Il va le scanner et derrière, selon les différentes mécaniques de promotion, j'ai passé vite, mais ça peut être des coupons, ça peut être un moment gagnant, ça peut être un code unique qui est gagnant, et vous pouvez lui faire gagner des jeux ou gagner des réductions. L'avantage de tout ça, c'est que une simple vision industrielle de la digitalisation, vous allez pouvoir récupérer des informations sur votre consommateur. Et quand on parle de 4.0, c'est important d'aller sur la fin de la chaîne de valeur parce que vous allez être capable de savoir qui achète, quand est-ce qu'il consomme, quand est-ce qu'il scanne, quel est son âge, et vous allez permettre de le réengager. Donc là, c'est juste un exemple concret de ce que vous allez recevoir, vous, de vos côtés, comme industriel, comme marque, comme opérateur marketing ou vente. Et vous savez qu'il y a un monsieur qui s'appelle Sveslone, qui est entre 0 et 17 ans, qui l'a scanné à tel endroit. Et à partir de ce moment-là, vous allez aussi pouvoir faire des promotions qui sont ciblées. Ça permet de réduire fortement le taux de promotion et en tout cas votre niveau de montant que vous allez engager de façon promotionnelle et d'améliorer l'efficacité puisque vous pouvez cibler vos consommateurs clés. Okay. Donc je vais juste passer vite, parce que ça c'est des exemples là-dessus. Il y a des éléments de sécurité, ça c'est une question qui est clé. Est-ce que vous pouvez scanner dans le magasin? La réponse est non, parce qu'on peut aussi mettre des éléments de géolocalisation qui permettent de mettre de côté le scan des QR, par exemple, dans votre magasin Carrefour. Donc c'est autant d'éléments qu'on prend en compte quand on construit cette industrie 4.0 vers le consommateur. Un exemple... Je vais passer. Un exemple que j'aime bien utiliser, c'est ce qui se fait en Espagne en ce moment avec Lactalis et plus précisément la marque Puleva. Cette marque Puleva, on a mis en place un test via un code Data Matrix donc, qui est imprimé sur les lignes dans leur usine. Et la marque Puleva avait comme objectif d'accroître leurs ventes dans un contexte où le marché du lait est sous tension. C'est aussi vrai sur le lait aromatisé en Espagne. Et puis, ils voulaient toucher les consommateurs de façon plus fun pour permettre une vraie reconnaissance de marque. Donc, on a mis en place des lignes qui permettent d'imprimer un code unique. Et avec Puleva, toute une plateforme complète qui permet de gérer la campagne, de faire l'analyse client. On a même développé l'application là-dessus, qui a été personnalisé pour Puleva, et avec des résultats qui sont assez impressionnants. Bon, je vais juste passer là-dessus. Pourquoi? C'est en quelques mois, on a eu 25 000 scans, avec 17 000 utilisateurs dont on a les datas, dont on est capable de connaître l'âge, le genre, les villes, et ensuite avec des consommateurs qu'on est capable d'aller chercher de façon régulière et du coup d'activer de façon beaucoup plus ciblée. Donc c'est une façon de réduire aussi les coûts de vos activités marketing. Deuxième activation et engagement, c'est sur l'information produit.
L'information produit, elle est clé, notamment dans la réassurance du consommateur. Je donnais l'exemple du lait breton, ça peut également être sur le lait infantile. On a besoin de rassurer sur l'origine du produit et donner une traçabilité via un code unique. C'est la garantie pour le consommateur de savoir ce qu'il en est exactement dans son produit. Et ça permet de gérer, j'en parlais, les retours ou les retours clients ou les réclamations. Okay. Dernier point, ce qu'on appelle le fun learning. Donc là, on est plus sur une notion d'engagement avec le consommateur, créer de la valeur de marque au-delà de ce qui peut se passer du coup dans vos usines. Et là, c'est plus des notions de jeu. C'est une notion d'expliquer de façon un peu rigolote et fun l'histoire de votre produit, qu'est-ce qui fait qu'il est unique. Et en ayant un code qui du coup là n'est pas forcément unique, qu'on peut placer à différents endroits, qu'on peut placer sur l'emballage, qu'on peut placer également sur le bouchon. Vous êtes capable de raconter une histoire aussi en réalité augmentée pour dire ok, bon voilà, mon lait il est fait avec des vaches qui broutent, qui sont dehors pendant 180 jours de l'année et qui profitent de la pluie régulière de la Bretagne. Vous êtes capable de raconter un film, vous êtes capable de raconter une histoire, et dans un contexte où les petites marques se développent, c'est aussi important pour les grandes marques de raconter ce qu'elles sont capables de faire. En conclusion, ce qu'il en est concrètement sur cette partie engagement consommateur et comment on le fait, je l'ai dit, on est capable aujourd'hui finalement d'imprimer ces codes uniques à différents niveaux de la chaîne de production via les machines de remplissage, en usine, c'est-à-dire chez nous quand on fabrique l'emballage, également via le bouchon, et comme l'a présenté Mokhtar, en reliant ces datas, on est capable du coup de tracer sur l'ensemble de la chaîne de production. Et je vais cliquer sur tous les points. Ce qu'on souhaite aussi mettre en avant, c'est donc au-delà des outils sur la partie industrielle, Tetra Pak est non seulement un expert des process alimentaires, tu le disais Mokhtar, mais c'est un expert, nous gageons en tout cas d'être un expert sur l'industrie agroalimentaire jusqu'à la fin de la chaîne de valeur. Et ce qu'on a mis en place, c'est vraiment un outil clé en main intégré qui va donc gérer la data depuis l'usine jusqu'au consommateur, y compris avec le développement d'une application clé en main pour le consommateur. Et donc, le résumé, Mokhtar, tu peux peut-être résumer cette partie-là. Donc, l'idée essentielle est que nous avons, je dirais, 3 dimensions à gérer. Donc, on a une dimension verticale qui va du cloud en passant par le système d'entreprise jusqu'au capteur. Nous avons une dimension horizontale qui va de la ferme jusqu'au consommateur final. Et nous avons une 3e dimension qui va être l'intelligence, le niveau d'intelligence et le niveau de complexité que nous allons mettre dans nos systèmes d'information. L'objectif essentiel, c'est de pouvoir apporter de la valeur non seulement au consommateur final, mais aussi améliorer le process de fabrication en donnant la possibilité à l'industriel dans une démarche d'amélioration continue, de réduire son empreinte environnementale, la capacité de gérer des retours de manière chirurgicale, réduire ses coûts opérationnels, de pouvoir faire des analyses en fonction des données process récupérées. C'est tout ce package qui nous permet d'accompagner nos partenaires au quotidien pour leur apporter de l'efficience. Pas grave, s'il n'y a pas de questions, moi j'ai une question. On a vu pas mal de données. Est-ce que vous avez fait une application récente qui intègre toutes ces données dans une entreprise? On a vu 3 exemples à la fin. Moi j'ai en tête l'usine 100% connectée pour laquelle vous avez participé au Vietnam. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose, quelques éléments, nous donner quelques éclairages? Les contraintes, les exigences des industriels qui se trouvent dans les pays du Moyen-Orient et de l'Asie
sont légèrement différents par rapport aux contraintes que nous avons chez nos industriels. En gros, quand on se trouve dans le marché chinois ou bien le marché au Moyen-Orient ou en Asie, les industriels aimeraient appuyer sur un bouton, l'usine fonctionne de manière automatique et produit des produits finis. C'est ça l'idée essentielle. Et donc, dans ces pays, c'est le cas justement au Vietnam, nous avons construit une usine 100% digitale dans laquelle on a un contrôle total de tout le process de fabrication. Ça signifie que nous contrôlons la matière première de l'entrée, l'entrée des produits au niveau de la réception de la matière première. Nous contrôlons tout le flux qui permet de faire le process. Nous contrôlons aussi toute la partie packaging. Nous avons des automates qui permettent d'éviter d'utiliser des humains sur toute la chaîne de valeur. Et cela permet d'augmenter l'efficience opérationnelle et d'augmenter les capacités de production. C'est principalement ce que nous avons fait. Nous avons mis ensemble un ensemble de briques ajustées de manière efficiente qui permet de réduire au minimum l'intervention humaine et donc réduire les défauts qualité liés à l'humain. Sur le schéma qu'on voit là, est-ce que ce sont ces imprimantes qu'on pourrait rajouter pour donner des informations, donc créer des QR codes? C'est à chaque fois un QR code différent ou est-ce que c'est le même sur lequel on va rajouter de l'info? Et est-ce que ça peut être ajouté sur des chaînes existantes? Ça peut être ajouté sur des chaînes existantes. Déjà, il y a deux possibilités pour faire de la sérialisation agrégation. L'idée est de pouvoir identifier un emballage de manière unique. Et donc, c'est de la sérialisation. On va mettre en place des impressions, mais en fait, l'imprimante n'est que la face visible de l'iceberg. Pour pouvoir agréger ces informations sur cette identification unique, nous devons collecter quelquefois des données process, pouvoir les rattacher à ce QR code qui est en fait un simple identifiant. Et nous allons aussi contextualiser les données process que nous recueillons. La contextualisation consiste à faire quoi? À mixer les données issues du monde du système d'entreprise. Ça signifie par exemple les ordres de production qui ont été planifiés. Nous pouvons aussi les rattacher à l'origine de la matière première qui a été utilisée. Et quand nous avons ces informations, nous pouvons de manière fiable pouvoir savoir quelles sont les matières premières qui ont été utilisées et qui ont été mises dans un emballage. Nous pouvons aussi savoir dans quelles conditions process ce produit a été fabriqué. Donc les conditions de température, de pression, les résultats qualité. Alors du coup, pour ajouter, on va prendre un cas concret. Si vous êtes producteur de lait, vous faites du litre, et du litre en briques qui est vendu essentiellement par 6. Ce qui va se passer, c'est que vous allez certainement avoir 3 types de codes différents. Vous allez avoir votre code unique sur votre brique, après il va y avoir un code unique sur le par 6. Et le par 6, il va prendre en compte, il va intégrer le fait que dans son par 6, il y a 6 briques qui ont été produites à tel moment avec telle origine du lait. Et ensuite, vous allez avoir votre code de palette qui, lui, va prendre en compte que dans votre code de palette, je ne suis pas très bon en maths, mais on va dire qu'on met 780 briques, donc ça fait 120 packs de 6. Un peu moins, pardon, 130, merci. Et donc merci. Dans votre code sur la palette, ça va permettre d'identifier que en fait vous avez donc ces 130 packs de 6 et donc cet emballage. Donc si par exemple vous avez un problème de qualité qui a été identifié sur la brique numéro 24, et vous savez où la retrouver, et parce que du coup dans la chaîne idéalement on pourrait le faire avec nos amis de Carrefour, on pourrait dire voilà, ça a été tracé, ça arrivé au Carrefour Paris 13 et on est capable de la sortir. Ça c'est appliqué sur la poudre de lait infantile par exemple. Est-ce que vous l'appliquez, vous avez déjà des exemples dans le lait, les liquides je veux dire? En France on n'a pas d'exemple pour l'instant. Nous avons un exemple, l'exemple dont on parle en Asie. Nous avons aussi un exemple au Moyen-Orient, à Dubaï. Nous avons un exemple pour un client dont je dirai le nom, ici en France, chez deux partenaires qui ont des usines pleinement, qui sont 100% automatisées, qui fonctionnent avec des QR codes sérialisés. Sur du lait, oui.
mais qui a vocation à être exporté sur le marché chinois parce que c'est une exigence du marché chinois. Peut-être pour conclure, hein, de mon côté, moi j'avais juste une question sur les retours sur investissement finalement par rapport à des solutions que vous avez exposées comme le MES, etc. Est-ce que vous avez des chiffres à nous partager? Je parlais par exemple du cas d'une usine en Chine sur laquelle, sur tous les équipements de nettoyage en place, nous avons automatisé tout cet aspect parce que c'était important pour le client qui voulait réduire son empreinte environnementale. Quelques années après, nous sommes retournés. Nous avons pu évaluer clairement, de manière factuelle, que les émissions de CO2 ont été réduites de 160 tonnes par an et par usine. Ils ont 8 usines. La consommation d'eau a été réduite de 50%. Les rejets liés au nettoyage en place ont diminué de 30%. Et par équipement, ils ont gagné 54 000 euros par an. Et il y a aussi des quick wins qui peuvent être évalués. Lorsque, par exemple, je vais dire, par exemple, un séparateur tombe en panne, parce que c'est une panne qui n'a pas été prévue, et elle est immobilisée pendant une semaine. Si, grâce à la maintenance prédictive, on peut anticiper cette panne, ça signifie qu'on gagne une semaine de production. Ça aussi, c'est des choses qui sont factuelles. Ok, merci, je pense qu'on va conclure. Alors je ne sais pas, on a un changement d'équipe, je crois. Donc je ne sais pas au niveau logistique comment on va procéder. Encore beaucoup de monde demain? Comment? Je reste avec toi. Combien de personnes qui arrivent? Deux. Cyril et Angélique. Ah, je l'accompagne. Ah, de toute façon, je restais pour l'accompagner. Il s'est fait virer. Ah, c'est bien. Je suis pas viré, je suis parti.